Il y a seulement quelques semaines, les astronomes anticipaient que 3I Atlas, notre troisième visiteur interstellaire connu, allait filer discrètement au-delà de Mars. Au lieu de cela, l'impensable s'est produit. En l'espace de 48 heures à peine, cet objet a explosé en éclats, irradiant 6 fois plus intensément que ne l'avaient prévu les modèles cométaires, et formant un nuage verdâtre chargé de dioxyde de carbone, large d'axes en grave, peu près la moitié du diamètre du Soleil. Désormais, les télescopes terrestres se révèlent impuissants tandis qu'Atlas fonce vers Mars à près de 70 km par seconde, se fondant dans l'éclat solaire hors de notre champ de vision. Pourquoi ce présumé voyageur extraterrestre viole-t-il toutes les lois connues? Dévoile-t-il des principes physiques inédits ou dissimule-t-il quelque chose de bien plus mystérieux? Quel mystère se déploie au voisinage de Mars? Et quelqu'un sur Terre parviendra-t-il à le percer à temps? Actuellement, 3I Atlas se trouve à environ 2 unités astronomiques du Soleil, soit 2 fois la distance qui nous sépare de notre étoile, ou près de 300 millions de kilomètres. À cet instant, il progresse vers l'intérieur à une vitesse impressionnante de 58 km par seconde. Cette allure est ardue à concevoir. Elle dépasse plus du double de celle de n'importe quelle planète du système solaire. Mercure, la plus rapide, boucle son orbite à moins de 48 km par seconde. 3I Atlas franchirait l'écart Terre-Lune en un peu plus d'une heure, un périple qui a demandé 3 jours aux astronautes d'Apollo. À mesure qu'il se rapproche du périhélie fin octobre, sa vélocité va s'accroître encore, culminant à presque 68 km par seconde, un extrême qui repousse les limites pour les corps naturels du système solaire interne. À titre de comparaison, la sonde Parker Solar Probe, l'objet artificiel le plus véloce jamais lancé, atteindra ultérieurement environ 200 km par seconde, mais seulement après des années d'assistance gravitationnelle et de planification minutieuse. 3I Atlas, lui, acquiert sa rapidité par une simple chute, attiré par la gravité solaire sur une trajectoire hyperbolique. Sur l'échelle des magnitudes astronomiques, 3I Atlas a grimpé à la magnitude 12. Ce chiffre, bien que technique, revêt une signification concrète. Les étoiles les plus faibles perceptibles à l'œil nu avoisinent la magnitude 6. Chaque gradation sur cette échelle marque un écart notable. Une variation de 5 magnitudes équivaut à un facteur de cent en luminosité. Le passage de la magnitude 16 à 12 observé chez 3I Atlas représente un bond d'environ 40 fois en éclat. Pourtant, à ce stade, la comète demeure invisible sans aide optique. Seul un télescope de taille moyenne et des cieux clairs et obscurs permettent aux astronomes amateurs d'en entrevoir un soupçon. Pour la plupart, ce n'est qu'une tache fantomatique, à peine discernable du bruit de fond. La brillance de la comète ne se limite pas à un effet optique. Elle témoigne de la quantité colossale de lumière solaire diffusée par sa chevelure en expansion. Le noyau de 3I Atlas reste voilé, enveloppé dans un épais manteau de gaz et de poussière. Les estimations de sa dimension varient d'un compact 0,3 km à un plus imposant 5,6 km de diamètre. La chevelure, cette aura luminescente entourant le noyau, s'est étendue jusqu'à presque la moitié du diamètre solaire. Il ne s'agit pas d'une simple illusion visuelle. La chevelure constitue une entité physique authentique, s'étalant sur des centaines de milliers de kilomètres, composée de glace et de poussière vaporisée par la chaleur solaire. Elle réfléchit et disperse la lumière du Soleil à une échelle inhabituelle à cet éloignement de l'astre, plaçant ainsi 3I Atlas en marge des comètes ordinaires. Les calculs de trajectoire valident que 3I Atlas suit une voie hyperbolique. Il n'est pas captif du Soleil. Il s'agit d'un transit unique à travers le système solaire, sans retour possible. Son approche minimale à la Terre ne sera pas inférieure à 1,8 unités astronomiques, excluant tout risque de collision ou de débris. L'urgence réside ailleurs, dans la brève fenêtre pour scruter un visiteur interstellaire filant à travers notre système avant de s'évanouir dans l'éblouissement solaire. Tous les indicateurs, distance, vitesse, éclat, positionnent 3I Atlas bien au-delà des schémas habituels des objets solaires. Ces données défient les analogies simples. Avec un survol de Mars en perspective, ces éléments établissent les fondations, ancrant le récit dans des faits solides et inflexibles. Quelques heures après l'éruption de luminosité, la base de données d'observation des comètes, COB, s'est illuminée d'alertes. Des astronomes amateurs en Australie ont signalé les premières mesures marquantes, relevant une multiplication par 6 de l'émission lumineuse en seulement 2 nuits. S'agissait-il d'une véritable flambée ou d'un artefact dû à la diffusion photométrique le 3 octobre? 3I Atlas balayera Mars à une distance d'environ 30 millions de kilomètres. Proche à l'échelle cosmique, mais encore loin de toute zone de danger pour la planète rouge ou ses sondes. La trajectoire de la comète est inexorablement sortante, caractérisée par une excentricité supérieure à 1. Ce paramètre, aussi basique qu'il paraisse, indique que l'objet n'est pas lié.
Un intrus interstellaire effectuant un unique passage irréversible à travers le système solaire avant de s'engloutir dans l'immensité spatiale. Pour la Terre, l'approche la plus serrée est déjà passée, sans descendre sous 1,8 unité astronomique. En termes concrets, cela dépasse 270 millions de kilomètres, presque le double de la distance au Soleil. Pas de débris, pas de menace d'impact, pas d'essaim de météores. Seul est en jeu les informations que nous pourrons glaner tant que l'opportunité persiste. Mais cette opportunité se rétrécit à vue d'œil. Tandis que 3I Atlas s'élance vers l'intérieur, la configuration de sa course complote contre les observateurs au sol. L'angle entre la comète et le Soleil, appelé élongation solaire. La prolongation de l'angle d'élongation solaire se réduit quotidiennement. Le 21 octobre, cet angle descend en dessous de 30 degrés, un seuil décisif. Au-delà de ce point, les télescopes les plus performants peinent à distinguer la faible lueur de la comète au milieu de l'éclat dominant du ciel vespéral. Pour la majorité des observateurs, la période d'observation effective s'achève au début d'octobre, précisément quand la comète atteint son rapprochement maximal avec Mars. Ce calendrier est impitoyable. Le périhélie survient les 29 ou 30 octobre, lorsque c'est 2019Y4 Atlas frôlera le Soleil à une distance de 1,36 à 1,4 unités astronomiques. À cet instant, sa vélocité culminera autour de 68 km par seconde et son activité devrait atteindre son apogée. Cependant, vue de la Terre, la comète disparaît dans l'éblouissement solaire, invisible même aux plus grands observatoires. Cette phase d'occlusion, qui s'étend du début d'octobre au début de novembre, implique que la période la plus spectaculaire de l'évolution de la comète se déroulera hors de portée des regards humains directs. Tout cela est tracé par des modélisations orbitales qui suivent chaque détail de la trajectoire de la comète grâce à des données issues de centaines d'observations. Les calculs sont sans équivoque. C 2019Y4 Atlas ne reviendra pas. Sa trajectoire hyperbolique assure que les énigmes non résolues dans les prochaines semaines le resteront pour des générations. L'urgence est palpable, mais elle ne concerne pas un risque. Il s'agit plutôt d'une opportunité exceptionnelle pour observer un objet issu d'un autre système stellaire en interaction avec notre Soleil et nos planètes, avant qu'il ne s'éloigne à jamais. La seule manière d'allonger cette fenêtre consiste désormais à passer le relais aux sondes orbitant autour de Mars. Chacune équipée de ses propres instruments et disposant de sa chance unique de saisir un fragment de cette rencontre éphémère. La quête de données a démarré dès que C 2019Y4 Atlas a dévié de sa trajectoire prévue. Les programmateurs d'observatoires du monde entier se sont lancés dans une course contre la montre et contre le Soleil. Avec la courbe de luminosité de la comète qui grimpe abruptement, les grands établissements ont activé des procédures d'urgence pour cibles prioritaires. Le télescope spatial Hubble, déjà surbooké, a réservé un créneau d'imagerie exceptionnel, obtenant des images en ultraviolet et en optique tandis que la chevelure s'élargissait. Chaque prise de vue par le HST devait arbitrer entre le danger de saturation et l'exigence de précision, les équipes d'instruments ajustant les réglages en temps réel pour suivre l'accroissement rapide de la brillance de la comète. Pas en reste, le télescope spatial James Webb a obtenu une fenêtre rare validée par le comité pour une spectroscopie en infrarouge moyen. Le 6 août, l'instrument NIR-SPEC du JWST s'est focalisé sur la chevelure, détectant un rapport dioxyde de carbone au inhabituellement élevé, environ 7,6, bien au-dessus de la moyenne pour les comètes du système solaire. Cette découverte, signalée instantanément au centre des planètes mineures et diffusée dans des canaux Slack privés, a déclenché une avalanche de demandes pour des analyses spectrales supplémentaires. L'observatoire Gemini Sud, basé au Chili, a suivi le mouvement, capturant une série de clichés optiques et en proche infrarouge. Le champ large et la réactivité de Gemini ont permis aux équipes de suivre les variations subtiles de la structure et de la teinte de la chevelure, malgré les fluctuations de luminosité nocturne. Parallèlement, SPHRX, le cartographe infrarouge tout-ciel de la NASA, a modifié son rythme de balayage pour saisir des aperçus fugaces du spectre en évolution de la comète. Bien que SPHRX ne soit pas conçu pour des suivis rapides, sa couverture spectrale étendue offrait une référence idéale pour monitorer les émissions de volatiles au fil des distances solaires changeantes. Chaque installation apportait ses atouts propres et ses limites. Le HST excellait dans la résolution fine des détails de la chevelure, mais uniquement sur des intervalles temporels restreints. Le JWST offrait une sensibilité inégalée en infrarouge, mais son planning était contraint par d'autres cibles prioritaires en attente pour la même période. Le point de vue terrestre de Gemini était entravé par les conditions météo et la diminution de l'élongation solaire de la comète. L'orchestration de ces ressources exigeait une coordination digne des exercices de défense planétaire plutôt que des routines d'observation cométaire.
Les directeurs d'observatoires géraient les requêtes de équipes scientifiques rivales, tandis que les pipelines de données traitaient et diffusaient les images brutes pendant la nuit. Les discussions sur Slack débordaient de controverses sur les filtres et les durées d'exposition, car chaque mesure devait être optimale. Cette pression était accentuée par l'occlusion imminente. Une fois la comète engloutie dans l'éclat solaire, les télescopes terrestres resteraient aveugles pendant des semaines. Les derniers ensembles de données exploitables, les images ultraviolettes du HST, les spectres de dioxyde de carbone du JWST, les instantanés colorés de Gemini, formeraient l'ultime témoignage depuis la Terre. Avec le transfert aux orbiteurs martiens en vue, la campagne au sol s'est muée en un défi de collaboration internationale, extrayant le maximum de mesures d'une cible en voie de disparition. Mars émerge alors comme le meilleur poste d'observation du système solaire lorsque les télescopes terrestres sont éblouis par le Soleil. Les sondes en orbite autour de la planète rouge se voient soudain confier la mission de suivre une comète non prévue dans les plans initiaux. Chaque engin transporte un arsenal d'outils spécialisés, et les ingénieurs ainsi que les scientifiques s'activent pour adapter les dispositifs, reprogrammant les instruments et négociant des créneaux d'observation précieux. IRISE, l'imager haute résolution. L'instrument IRISE, installé à bord de la sonde Mars Reconnaissance orbitée de la NASA, se distingue par sa capacité à distinguer des objets de la taille d'un bureau depuis l'orbite martienne. Grâce à une résolution de 0,3 mètres par pixel, il pourrait théoriquement repérer le noyau de 3I Atlas, à condition que l'éblouissement de fond et la géométrie de suivi soient favorables. Néanmoins, suivre un astre filant à 58 km par seconde, à des millions de kilomètres de distance, met à rude épreuve le matériel et les algorithmes. Les équipes de l'Université d'Arizona et du JPL effectuent des modélisations, ajustent les durées d'exposition et se disputent les créneaux d'observation. Le danger ne se limite pas à rater la comète. Il inclut aussi la surexposition du capteur ou l'endommagement des pixels si le Soleil s'infiltre dans le champ. La sonde Mars Express de l'ESA, en orbite depuis 2003, embarque la caméra stéréo à haute résolution, ou HRSC. Celle-ci brille par son imagerie à grand angle et multiperspective, parfaite pour saisir l'étendue complète de la chevelure et de la queue cométaire. Ces filtres colorés permettent de différencier la poussière du gaz, tandis que les paires stéréo dévoilent potentiellement des structures tridimensionnelles discrètes dans le nuage en expansion. L'équipe opérationnelle de la HRSC en Allemagne collabore avec des astronomes au sol pour synchroniser les prises de vue au moment où 3I Atlas franchit le plan orbital de Mars de plus près. Le Trace Gas Orbité, ou TGO, de l'ESA transporte Cassis, le système d'imagerie couleur et stéréo de surface, ainsi que Nomad, un ensemble de spectromètres conçus pour déceler les gaz atmosphériques les plus ténus. Bien que Cassis soit initialement destiné à la géologie martienne, il peut être redirigé pour photographier la chevelure de la comète dans diverses bandes spectrales. Sa cadence d'acquisition rapide facilite le suivi des variations de luminosité et de forme au cours d'un seul survol. Nomad est particulièrement affûté pour identifier des gaz traces tels que le CO2, la H2O et des organiques rares. En pointant ses spectromètres vers 3I Atlas, les scientifiques espèrent valider les niveaux élevés de CO2 repérés initialement par le JWST et traquer des signatures chimiques inédites chez les comètes du système solaire. La mission MAVEN de la NASA apporte un angle distinct, via son spectrographe ultraviolet qui capte les émissions d'oxygène et de carbone atomique, pendant que ses instruments plasma évaluent l'interaction du vent solaire avec les flux cométaires. Les mesures de MAVEN pourraient éclaircir si l'éclat vert de la chevelure provient d'oxygène atomique ou de mécanismes plus inhabituels. Son orbite, adaptée à l'étude de la haute atmosphère martienne, la place idéalement pour observer le passage de la comète sous divers angles. Les centres de contrôle aux États-Unis et en Europe organisent des réunions d'urgence, évaluant les périls liés à la réorientation des instruments au détriment des routines martiennes. Chaque période d'observation fait l'objet de tractations entre ingénieurs, investigateurs principaux et responsables de projet. Les protocoles de sécurité sont intransigeants. Les caméras doivent esquiver la lumière solaire directe, les spectromètres exigent un étalonnage précis et les modèles de risque poussiéreux sont scrutés. Il arrive que des mises à jour logicielles soient envoyées in extremis pour activer des modes de suivi novateurs ou contourner les seuils de sécurité standards. Aucun orbiteur isolé ne peut embrasser l'ensemble du récit de 3I Atlas. Collectivement, cette constellation internationale crée un observatoire virtuel, assemblant images, spectres et données plasma à travers des orbites et fuseaux horaires. L'ingéniosité réside autant dans le matériel que dans la mobilisation express des équipes, qui ignoraient encore récemment l'existence de cette comète. Tandis que la perspective terrestre s'estompe, le fardeau d'analyser ce visiteur interstellaire incombe à ses yeux robotiques sur Mars. Chacun prêt à collecter des informations susceptibles de transformer notre vision des comètes et de la chimie des corps extraterrestres au système solaire. La teinte d'une chevelure cométaire représente une empreinte chimique forgée par le rayonnement solaire et les glaces volatiles qui sublimant depuis son cœur.
En septembre, 3I Atlas a sidéré les astronomes quand sa chevelure a viré du rouge discret au vert éclatant. Une métamorphose indiquant un phénomène singulier au sein de son enveloppe en élargissement. L'immensité de cette chevelure défiait l'imagination, couvrant presque la moitié du diamètre solaire, soit plus de 600 000 km. Il ne s'agissait ni d'une illusion optique ni d'un artefact d'exposition. Cette lueur verte était authentique et elle réclamait une interprétation. Classiquement, les comètes vertes tirent leur couleur du carbone diatomique C2, qui fluoresce dans les bandes du cygne autour de 510 Nm sous l'effet de la lumière solaire. Cependant, alors que les spectroscopistes disséquaient les données de Gemini, du VLT et du JWST, les raies d'émission C2 attendues étaient absentes. Pas de bande du cygne, aucune trace de la signature carbonée habituelle, malgré l'accroissement de la brillance cométaire. Au contraire, les spectres incriminaient un autre responsable. Les observations du JWST en août montraient un rapport CO2-H2O d'environ 7,6, une proportion exceptionnelle bien supérieure à celle des comètes solaires typiques, où l'eau prédomine. Cette découverte a orienté les regards vers l'oxygène atomique, en particulier l'émission interdite OI à 5577 angstroms. Cette raie verte surgit lorsque le Soleil et les électrons énergétiques dissocient les molécules de CO2 et H2O, libérant des atomes d'oxygène qui rayonnent des photons verts en revenant d'un état métastable. Dans la chevelure dense et riche en CO2 de 3I Atlas, les ultraviolets solaires et les photoélectrons jouent le rôle de catalyseurs, transformant la zone en une usine à émission OI verte. Des expériences en laboratoire et des études antérieures sur les comètes corroborent cette hypothèse. Mais le processus de 3I Atlas le porte à des sommets inédits. À 2 unités astronomiques du Soleil, les circonstances favorisent pleinement ce mécanisme, qui éclipse la continuum diffusée par la poussière et engendre cette lueur verte fantomatique qui caractérise désormais l'aspect de la comète. D'autres hypothèses ont été explorées. Les équipes ont traqué la fluorescence du CO, la diffusion de la poussière et des phénomènes plasmatiques inhabituels. Cependant, l'absence de CO et le spectre de poussière inchangé ont écarté ces pistes. Le débat s'est déroulé en direct, avec les scientifiques échangeant des spectres bruts et des scripts de calibration, analysant chaque publication de données pour y déceler des traces de ces deux ou d'autres chaînes carbonées. Finalement, l'accord s'est porté sur l'oxygène atomique comme facteur principal. Le moment était décisif. La phase verte a démarré pile au moment où les émissions de CO2 ont explosé et où la comète a franchi le seuil permettant aux UV solaires de dissocier efficacement les molécules dans la coma en expansion. Le docteur Lena Sato, spectroscopiste en chef de l'équipe JWST, a qualifié ce défi de poursuite d'une cible mouvante aux humeurs changeantes. Chaque spectre saisissait un système en perpétuelle mutation, où la chimie et la physique s'entrechoquaient à une échelle exceptionnelle. L'absence de ces deux n'était pas un échec. C'était un indice que 3I Atlas fonctionnait selon des règles méconnues des comètes du système solaire. Cette lueur verte est devenue sa marque de fabrique, un signe de la chimie interstellaire et de la glace ancienne formée dans la nurserie d'une autre étoile. L'énigme demeure irrésolue. Tandis que la coma continue d'évoluer et que les sondes martiennes se préparent à de nouvelles mesures, la quête de raie spectrale définitive, ces deux ou quelque chose de plus exotique, se poursuit. Chaque observation pourrait clarifier si 3I Atlas est juste une comète mise à l'épreuve extrême ou un émissaire transportant des mystères venus des confins de notre voisinage solaire. La question suivante porte sur la façon dont cette chimie influence la structure de la comète. Et que pourrait révéler l'antiqueux sur les dynamiques qui façonnent ce visiteur extraterrestre? Une traînée orientée vers le Soleil traverse la coma de 3I Atlas, contredisant l'image traditionnelle d'une queue cométaire. Au lieu de s'étirer à l'opposé du Soleil, cet antiqueux vise droit vers lui, observable à la fois par les images du Hubble et par les télescopes au sol. L'explication classique, un effet de perspective lors du passage de la Terre dans le plan orbital de la comète, ne colle pas. La géométrie des rails et la durée de cet antiqueux sur plusieurs semaines suggèrent une cause plus profonde. Les physiciens des plasmas et les experts en dynamique se sont penchés sur les mécanismes en jeu. 3I Atlas est largement dominé par le dioxyde de carbone, et non par l'eau, avec un dégazage loin d'être homogène. La lumière solaire frappe le noyau sous un angle prononcé, propulsant des jets de gaz et de poussière, principalement du côté exposé au Soleil. Cette activité inégale repousse les grosses particules de poussière vers l'extérieur, mais de manière asymétrique. Les jets les plus puissants se déclenchent là où l'ensoleillement est maximal, prolongeant une ligne de neige bien plus vers le Soleil que chez les comètes ordinaires. Les grains éjectés le long de cet axe sont plus volumineux et moins rapides, capables de résister à la pression de radiation et à la chaleur pendant bien plus longtemps. Le résultat, une véritable antiqueux physique, un arc de particules massives qui peut perdurer des dizaines de milliers de kilomètres avant de se sublimer complètement.
Les simulations montrent que ces grains mesurent au moins 10 microns de diamètre, assez lourds pour contrer le vent solaire et conserver leur trajectoire vers le Soleil. Leur endurance repose sur leur taille et leur composition. Tandis que la glace de CO2 s'évapore vite, les grains incorporant des matériaux plus sombres et moins volatiles tiennent assez pour former la structure observée. La luminosité de l'antiqueux décroît de façon exponentielle le long de son axe, conforme à la destruction progressive des grains par la lumière solaire, et non à une simple diffusion spatiale. Les forces électromagnétiques compliquent le tableau. À mesure que la coma s'étend, elle devient un laboratoire pour les interactions plasmiques. Les grains de poussière chargés réagissent avec le vent solaire et les flux cométaires, générant des courants étroits et des pointes qui peuvent déformer l'antiqueux. Néanmoins, pour 3I Atlas, la principale caractéristique solaire est due à la survie des grains et aux jets anisotropes, plutôt qu'à des effets plasmatiques inhabituels. La queue ionique, modelée par le champ magnétique interplanétaire, s'oriente comme prévu loin du Soleil, nettement distincte du trajet de l'antiqueux. Certains ont évoqué des origines artificielles, structures conçues, plasma auto-organisé, voire technologie interstellaire, mais les données infirment ces idées. Chaque élément s'inscrit dans le cadre de la physique cométaire connue, quoique porté à l'extrême par la chimie et l'activité singulière de la comète. Le docteur Raphaël Ortiz, physicien des plasmas de la campagne des orbiteurs martiens, résume l'affaire. Si vous cherchez la preuve d'un phénomène extraordinaire, commencez par écarter l'ordinaire. Pour l'instant, l'antiqueux illustre un triomphe des mécanismes naturels. Le véritable examen approche. Alors que 3I Atlas contourne le Soleil et que les orbiteurs martiens collectent des informations, les modélisations de la taille des grains, de l'anisotropie des jets et du couplage plasmatique subiront leur épreuve la plus rude. Si l'antiqueux s'estompe ou se fragmente comme anticipé pour des grains propulsés par le CO2, l'hypothèse d'une origine naturelle se renforce. Sinon, une physique novatrice pourrait émerger. Après le périhélie, 3I Atlas aborde sa phase la plus imprévisible, ou le modèle. Les experts se divisent en factions, chacune envisageant un avenir distinct pour ce visiteur céleste. Certains anticipent un déclin progressif, où l'éclat diminue à mesure que les glaces volatiles s'épuisent et que la chevelure se rétrécit, ne laissant qu'un vestige pâle voguer vers l'extérieur. D'autres craignent un ultime éclat, une flambée d'intensité provoquée par des réserves inédites de dioxyde de carbone ou par un effondrement abrupt du noyau, rappelant le sort de comètes qui se sont désintégrées sous la pression solaire. Une troisième hypothèse figure sur la liste de tout spécialiste des dynamiques cométaires, la désagrégation. Si le noyau est aussi poreux et fissuré que son comportement erratique le laisse supposer, le passage au périhélie pourrait entraîner son éclatement, dispersant des débris qui accentueraient temporairement la courbe de luminosité avant de s'évanouir dans l'immensité. La docteure Mara Valente, spécialiste des dynamiques cométaires qui suit l'événement de près, qualifie les semaines à venir de véritables épreuves pour toutes les théories sur ces vagabonds interstellaires. Les modélisations de son équipe explorent une multitude de cas, chacune liée à des indicateurs précis. Une baisse régulière de la brillance suggère un simple dégazage. Des sauts imprévisibles ou des chutes abruptes pourraient indiquer une fragmentation. Une chevelure verte persistante après le périhélie révélerait des gisements profonds de glace riches en dioxyde de carbone, tandis qu'un retour rapide à des teintes rouges ou bleues signalerait l'épuisement de ces couches volatiles. Les enjeux dépassent largement le destin d'une seule comète. 3.2 Atlas est une sonde venue d'un autre système stellaire, portant une chimie et une structure forgées dans un berceau lointain. Son comportement met à l'épreuve les frontières de la physique cométaire, la survie des glaces profondes durant les voyages interstellaires, les interactions entre poussière, gaz et vent solaire, et la capacité de nos modèles à anticiper les cycles de vie d'objets qui errent des millions d'années entre les étoiles. Chaque scénario, affaiblissement, flambée ou morcellement, enrichit les données pour les modèles de défense planétaire, affinant notre façon de surveiller et d'analyser les nouveaux venus qui pourraient un jour représenter une menace réelle. Les théories spéculatives, qu'il s'agisse de sondes artificielles ou de plasma vivant, demeurent marginales. Aucune preuve ne les était pour l'instant, mais la méthode scientifique impose une surveillance constante. Toute anomalie doit être confrontée aux explications naturelles avant d'invoquer l'extraordinaire. Le survol de Mars et la fenêtre du périhélie offrent un laboratoire exceptionnel, où les prédictions théoriques s'affrontent aux faits réels et où les limites entre le connu et le possible sont sondées en direct. Les étapes décisives sont déjà marquées sur les agendas. Les publications des données de l'orbiteur martien début octobre, le périhélie les 29 et 30 octobre, et le retour des observations terrestres en novembre. Les prochaines semaines trancheront sur la validité des modèles et celles qui devront être révisées. Pour l'heure, l'histoire de 3.2 Atlas est une expérience en direct qui se déroule à la vitesse interstellaire. À chaque nouvelle mesure, une opportunité de percer les mystères de la physique au-delà de notre monde. Même avec les instruments les plus performants, certains hôtes cosmiques ne laissent que des interrogations en suspens.